Salam alaikum Azzoul Filaoun, bonsoir à cette deuxième partie donc, de notre émission. Première partie, on en a bien sûr débattu concernant la loi sur la déchéance de nationalité, mais aussi le projet de loi organique sur les partis politiques. Nos invités, bien sûr, le maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président, qui est avec nous depuis Paris, via Skype, vice-président de la FID, pardon, Jamel Gessoum, analyste politique, qui est avec nous aussi depuis Paris, et Elias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. On va revenir sur, puisque je n'avais pas donné la parole à la première partie, dans cette première partie à Maître Issa Rahmoun pour réagir concernant la loi ou le projet de loi organique sur les partis politiques. On a entendu Elias Jubaili, l'analyse de Elias Jubaili, mais aussi de Jamel Gessoum. Maître Issa Rahmoun, je sais que vous voulez rebondir par rapport à cette question avant d'entamer d'autres questions. Je vous donne la parole. Merci Sénassar, mais avant ça, je tiens à préciser que le non-sens d'un texte législatif tel que celui de la déchéance de la nationalité se trouve justement dans le fait que la justice n'est pas indépendante, que le pouvoir législatif n'est pas indépendant, que l'état de droit n'existe pas chez nous en Algérie. Et du coup, donc, un texte pareil est un texte qui n'a pas de sens aussi. Par rapport à la loi sur les partis politiques qui était discutée à l'Assemblée nationale au mois de décembre de 2025, et on voit les déclarations du président de la République qui disait que le texte en lui-même répond aux aspirations, aux attentes de la classe politique qui ont assisté, qui ont participé, échangé avec les autorités, à savoir l'intérieur et la présidence de la République et les différents conseillers. Maintenant, il faut se poser la question, si les partis politiques actuellement qui ont participé à ces consultations acceptent ce texte, qu'est-ce qu'on va dire à ces Nassar أهل مكة أدرى بشؤونها ورب الكعبة على باله واش يدير. S'ils acceptent, ça reste problématique pour le peuple algérien, pas pour la classe politique, pour le peuple algérien. Maintenant, quand on voit le texte en lui-même, les principales dispositions prévues dans ce texte, à savoir 5 ou 6 dispositions les plus importantes, il s'agit avant tout de la limitation du nombre de mandats pour les dirigeants, que ce soit les présidents, les secrétaires généraux, les instances dirigeantes. Il limite le mandat à 5 ans. Alors qu'on a en Algérie un président qui a des présidents passés qui ont régné 2 décennies ou 2 décennies et demie. Donc le problème, il se pose. Est-ce que la démocratie que tu essayes, l'alternance que tu imposes aux partis politiques, en principe, ça doit être une alternance au niveau de la présidence, au niveau de l'état-major de l'armée, au niveau de toutes les instances dirigeantes du pays, civiles et militaires. 2. Interdiction du nomadisme politique. D'accord, pour beaucoup vont dire que effectivement le nomadisme politique crée une sorte d'opportunisme dans les partis politiques, les instances, mais aussi dans le mouvement des cadres des partis politiques. Actuellement, force est de constater que ce nomadisme politique est exercé par les partis très proches du pouvoir, à savoir le RND, le FLN. Il était député du FLN, il part maire du RND, il termine son mandat, il devient sénateur du FLN, etc. etc. 3. L'exigence de la... Rahmoun, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, parce que la place, par exemple, prépondérante du ministère de l'Intérieur, qui a soulevé beaucoup de questions dans le dispositif. J'arrive à ça. J'arrive à ça. 3, il y a l'exigence de la représentation territoriale. Il y a une loi dans les partis politiques. Si on était dans un processus de construction politique et dans un processus de construction d'un état de droit, une loi qui m'a dit, c'est l'aboutissement d'un processus politique, c'est-à-dire c'est l'aboutissement d'une ouverture médiatique, c'est l'aboutissement. Les partis politiques, ils vont y aller dans le sud, dans l'est, dans l'ouest du pays, faire leur campagne, faire leur caravane politique, avoir des permanences. Les photos, les médias publics, les photos, les radios nationales.
Il faut leur laisser ce champ d'action qui va leur permettre d'exister politiquement. Quatrième point, l'obligation de participer aux élections. Mais là, c'est incroyable. Si je ne suis pas convaincu par une élection législative ou présidentielle, un parti politique a le droit de boycotter. Et quand il prend la décision de boycotter, il doit faire la promotion du boycott. C'est une position politique. Cinquième point, exigence de transparence de financement. Il faut le rappeler que l'argent sale dans la sphère politique est attribué beaucoup plus aux détenteurs du pouvoir. Ce n'est pas les partis d'opposition ou bien les petits partis qui n'arrivent pas à avoir leur place sur l'échiquier national qui ont recours à ce genre d'action. Et là, Lies Djibaili m'a précédé en ce qui concerne le financement des partis politiques. Et sixième point, le renforcement du contrôle de l'administration à travers l'intérieur. Les partis politiques, là où c'est une application WhatsApp, c'est un Blue Sky. L'administrateur, c'est celui qui crée le groupe. Et tous les partis politiques font partie du même groupe WhatsApp. Ça, c'est pour caricaturer. Hein. Et puis, au bon du gestionnaire du groupe, il décide d'exclure telle personne du groupe, de le bloquer ou d'enlever du groupe ou bien de l'intégrer. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La classe politique, c'est pas une application du ministère de l'Intérieur. Et les mots, la sémantique utilisée par le ministre de l'Intérieur, j'ai retenu deux mots. Animation de la scène politique et participation. Il ne parle pas de prise de pouvoir, d'alternance au pouvoir. Participation et animation. C'est le chef d'orchestre. Voilà, donc c'est un texte qui est ridicule, qui est absurde et qui empêche la classe politique d'être eux-mêmes des partis qui aspirent à prendre le pouvoir. Après, si les partis politiques acceptent ce texte, très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Bien sûr, on va revenir aussi sur d'autres questions comme on l'a précis. On l'a dit, donc, Maître Aïssa Rahmoun, sur la question, bien sûr, des partis politiques, on va revenir sur les déclarations du ministre de la Communication, M. Zohair Bouamama, qui avait déclaré donc cette semaine l'importance de renforcer les espaces médiatiques nationaux en vue de préserver les intérêts de l'Algérie, ciblés, nous dit-on, par des campagnes de désinformation et de falsification des faits. La question qui se pose, est-ce qu'il en reste en Algérie des médias indépendants? Est-ce qu'il reste un champ médiatique? On va écouter d'abord le ministre de la Communication. أختلف معك بكل محبة في قضية أنه تيك توكر والله في أنه دخل الشك. أنا لا أعتقد بأنه أولا والله ما سمع بهذا التيك توك، ما بيش شكون اللي تقصد. وثانيا سيد النايب، ما أنجزناه يقلق ناس، ما أنجزناه يخلي ناس لا تستوعب حقيقة، مش حاجة أخرى، حقيقة أن هذا البلد الكبير عاد بقوة. هذا الشيء هذا كامل يخلي ناس اللي تعرفهم ونعرفهم ويعرفوهم كل الجزائريين هكذا اون ديرونج. ناس راهي غارقة في كذا وانت راك مطلع السقف عاليا وقاعد تمشي، وعندك رئيس يقول هذا في أن أكون دولة رايزين ستيت، أن إيطا إيمرجون ناشئة، دولة ناشئة قريبا وبالمؤشرات وبالقياس وبالأزمنة. هو يقول لهم. Voilà, le ministre de l'Intérieur, ce que nous avons réalisé donc dérange. Il a parlé même de Dawla Nashia, Rising State. Lies Djibaili. Avant mais aussi un député qui peut-être posait la question, une question qui est importante, je pense. Je ne sais pas s'il parlait de la chaîne Al-Magharibiya, parce qu'il a parlé donc des chaînes qui sont à l'étranger. Et pour lui, cette chaîne a 2 caméras, 2 personnes, une table, et elle est en train donc d'influencer le champ médiatique en Algérie. On l'écoute. عندنا 10 قنوات تلفزيونية عمومية، العشرات من الإذاعات، العديد من وسائل التواصل، مئات الملايين من السنتيمات تؤخذ لهذه الوزارات، أزيد من 3000 موظف من إطارات وعمال.
واحد تيك توكر غلبنا يا سيدي الوزير. نجيو برا نشوفوا بلاطو نشوفوا قناه تلفزيونيه خاصه فيها طابله وزوج كاميرات وزوج يهضروا سميناهم ايادي خارجيه وحنا عندنا الالاف من الترسانه ونعرف بانهم نوابغ. سيد الوزير انا نعرف على انك انت سيد العارفين انك الان وزير الاتصال وانا نشوفك في جهه اخرى انت لواء لانه الاعلام هو الصح اللي يترك الفراغ. احنا لما نترك المعلومه يديها الاخر عليه نقعد نعرف الاخر دار المعلومه ولا يجيري فيها علاه ما نكونش انا صاحب القرار. يا جبيني علاش ما نكونش انا صاحب القرار. On a entendu donc ces déclarations, votre réaction? Tout d'abord, Nasser, il faut, vous savez, dans les pays de droit, dans les pays démocratiques, surtout pour faire passer la communication, que ce soit dans le plan économique, sociologique, anthropologique, à l'université, en tout cas des pays qui ont cette faculté des grandes nations. Napoléon disait un grand pays se reconnaît par ses hôpitaux et ses bâtiments. C'est ça Napoléon ce qu'il a dit. Napoléon Bonaparte, le Corse, n'a pas dit que un pays se reconnaît par son arme. Certes, mais il a dit quoi? Et pourtant c'était un grand guerrier. Ah ben oui, l'armée napoléonienne, Second Empire, c'est l'une des plus grandes armées du monde. Et quand on lui a posé la question, un beau pays, un grand pays, la grandeur d'un pays, c'est quoi? C'est un pays se reconnaît par ses bâtiments et ses hôpitaux. Les bâtiments, c'est-à-dire, c'est quand je dis les bâtiments, on longe aussi les institutions de notre pays, où les lois se font. Les hôpitaux, où on soigne les gens. Quand vous soignez les gens, quand il y a une politique sanitaire de grande envergure, vous avez un pays qui est très dynamique. En tout cas, le problème, moi ce que je conseille, si vous permettez, si je me permets, je ne sais pas si je me permets ou pas, en tant que citoyen lambda, il faut ce qu'on appelle une stratégie nationale de développement de la communication institutionnelle. Ça, c'est très important. Nous ne la languons pas. C'est-à-dire quand vous voyez un député Mohamed qui يحكم le micro, ويقول طابلة وزوز كراسة ou TikTok. Monsieur qui disait TikTok, c'est une firme chinoise. Ce sont des jeunes qui n'ont même pas dépassé la trentaine, qui pèsent sur le plan politique en Chine et qui pèsent aussi sur le plan politique sur l'échelle internationale. Ceux qui ont inventé TikTok, ceux qui ont inventé l'IA, l'intelligence artificielle, ceux qui ont inventé Claude, Gemini, Aéropautique. Il a dit qu'au ministre de la Défense américain, non, je ne peux pas vous laisser vous donner mon IA parce qu'elle n'est encore mal gérée. Je ne peux pas vous donner une IA pour tuer les gens. Regardez là, la démocratie de la communication. Non, qu'est-ce que vous voulez que je dise plus que ça? Ou plus que ça? C'est que maintenant, un truc de communication. Les espaces médiatiques sont fermés. Ceux qui sont ouverts, ceux qui ont un flag vert, de green flag, c'est juste pour ceux qui sont du côté du régime. Mais ceux qui sont porteurs de façon pacifique d'une idée, ils sont boycottés. Je rends hommage à deux personnes quand même, un historien et un économiste. Gilles Slama, qu'est-ce qu'il a dit? Gilles Slama, il a dit que il a donné des chiffres, même pas des chiffres, je veux dire, basiques. Il parlait sur le plan de la rentabilité, tout simplement, derrière les barres. Un historien, un grand historien à l'université de Blida, apologie de terrorisme. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que notre pays n'a pas encore, il ne veut pas accepter le changement, ni le changement sur le plan institutionnel, sur le plan de la communication, mais on ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas gérer un pays comme une épicerie, c'est pas possible. Je pense qu'on est face à une panoplie d'incompétences, même autant de Bouteflika, on n'en a jamais vu ça. Et moi, je vais vous dire, cher Nasser, je rejoins Maître Issa. Je suis contre l'emprisonnement de ceux qui étaient sous Bouteflika. Il fallait les sortir. À quoi bon, la dernière fois, un Premier ministre
qui était trompé dans les trucs, ça c'est une autre question. De l'humilier parce qu'il est parti le Maqbara pour rendre hommage à son frère. Vous savez, au fait, l'humiliation aussi, ça fait partie d'un critère de gouvernance de ce pays. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas à la dignité de l'être humain algérien. C'est ça la question. Vous savez, regardez, ils sont dans le même parlement. Si vous avez remarqué, ils ont le même vocable, ils ont la même pensée, la même lignée. Mais ce qui est différent, ça y est, une ayad al-kharijiyya. Ayn al-ayad al-kharijiyya. C'est-à-dire, ils ont l'art et la manière d'instrumentaliser, d'inventer des mécanismes accusatoires pour neutraliser aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais ceux qui sont d'accord avec eux, je veux dire, à 30 ou 40%, ils sont admis. Mais à partir du moment où ils transgressent la ligne rouge, c'est fini. Ils sont rejetés, ainsi de suite. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire un pays sans opposition. On ne peut pas construire un pays sans ouverture d'espace médiatique. On ne peut pas construire un pays avec une société civile qui est verrouillée. On ne peut pas. C'est intenable. C'est intenable. Très bien. Jamal Ghessoum, le constat est terrible. On a bien sûr commencé cette émission avec la loi sur la déchéance de nationalité, la loi donc sur les partis politiques, mais aussi ces déclarations du ministre de la Communication. On est dans une continuité qui est très inquiétante. On n'arrive pas à comprendre, et je pense que Lies Jubaili a mis l'accent par rapport à ce constat, c'est qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette manière, fermer le champ médiatique, fermer le champ politique. Et bien sûr, quand il dit, le ministre de la Communication, qu'il nous faut des médias donc pour faire face aux campagnes de désinformation et de falsification des faits, c'est que où sont ces médias? On a fermé des médias indépendants, on a emprisonné des journalistes. Jamal Ghessoum. Je pense que la grande difficulté de l'Algérie, l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie contemporaine, c'est qu'elle a un type de fonctionnement qui est tout à fait particulier. Alors, il est bon effectivement de mettre en exergue et en évidence les difficultés qui sont quand même assez frappantes sur le fonctionnement même des institutions algériennes, mais à un moment donné, il faut arriver à tenter de proposer ce qui pourrait être une solution. Le constat, quel est-il? C'est que l'Algérie a un fonctionnement, les institutions algériennes ont un fonctionnement de type tribal. Donc elles fonctionnent dans la même configuration que les tribus d'avance, sauf que la différence entre avant et maintenant, c'est que nous sommes à l'international et qu'il y a des standards internationaux dans tous les champs possibles et imaginables. Et que l'Algérie fonctionne très bien quand elle est entre tribus, entre elles. Vous savez, il y a l'exemple, par exemple, que si vous allez demain en Afghanistan, d'un village à un autre, il y a des fonctionnements particuliers et il vous faut les connaître, sinon vous êtes éjecté, sinon vous n'y comprendrez rien. L'Algérie fonctionne encore sur ce fonctionnement des années, enfin, je vais pas dire à être riche, mais presque pratiquement. C'est-à-dire que lorsque la personne est en Algérie, elle peut s'en tirer. Mais s'il y a des questions de relations internationales, elle n'y arrive pas. Par exemple, le président de la République parle souvent ce fonctionnement, Jamal, ce fonctionnement, ouais. C'est le fonctionnement des institutions. Je m'excuse, hein. Ce fonctionnement tribal que vous avez énuméré, c'est très intéressant. Est-ce que c'est le fonctionnement des institutions ou bien c'est au niveau horizontal le peuple algérien? Si vous voulez, il y a la question que vous posez est aussi intéressante, c'est-à-dire que le fonctionnement vertical ou horizontal ne peut se regarder qu'à travers l'histoire. Et si on voit bien l'histoire de l'Algérie, le fonctionnement tribal des institutions a forcément eu des conséquences sur le peuple qui devait en fait se soumettre à ce type de fonctionnement. Et donc la responsabilité s'en trouve aujourd'hui quelque part, c'est Rahmoun, pour partager. C'est-à-dire que ce qui était un fonctionnement culturel et tribal d'il y a 50 ans, 60 ans ou même plus que 100 ans se retrouve aujourd'hui dans une forme de normalité
qui posent problème. Mais le peuple algérien, et vous le verrez vous-même, hein, si vous allez en Algérie ou même ici, c'est que si une personne, par exemple, a une ma'arifa, je vous donne un exemple sur la co-responsabilité partagée du peuple algérien. Si vous avez une personne qui a une ma'arifa et qui passe tout de suite à la PAF, ceux qui vont critiquer cela, s'ils pouvaient en bénéficier, ils le feraient. Et donc, il n'y a pas cette responsabilité aussi copartagée que ce fonctionnement tribal. Et que l'Algérie, aujourd'hui, ça fait quelques années que je le dis, dans une analyse d'ordre sociologique, hein, ça n'est pas un jugement de valeur, c'est une analyse sociologique qui constitue le fondement même du fonctionnement de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle la diplomatie quand elle était en vase clos avec les pays du tiers-monde, on appelait Alger la Mecque des révolutionnaires, mais aujourd'hui, la diplomatie algérienne, elle est complètement out de tous les lobbies. Le Maroc a un lobby puissant. L'Algérie n'est même pas capable, les institutions, j'entends bien, n'est même pas capable d'utiliser les millions d'Algériens qui sont en France pour faire du lobby pro-algérien, alors que les institutions françaises le font, et vous le verrez le jour de l'Aïd aux élections, tous les maires français seront à la mosquée. Ils seront là à fêter l'Algérie. Et donc, l'Algérie a un grave problème. Est-ce que c'est une question de génération? C'est une question que je me pose. Moi, je suis dans les sciences sociales, dans l'analyse sociologique, et que la difficulté de l'Algérie aujourd'hui, c'est que elle fonctionne en fonctionnement tribal, en village. On appelait ça Al-Qaba'il, je ne parle pas des Kabyles, mais la traduction arabe de mot Waja'anakum Shu'ub wa Qaba'il, et on est dans ce fonctionnement. Et donc, le peuple algérien a une part de responsabilité, mais il appartient à ceux qui pratiquent l'éducation du peuple, parce que de l'éducation naîtra la grandeur du peuple. C'est une phrase très connue, et la responsabilité est pleine et entière aux institutions algériennes. Le président de la République, qui est présent depuis 6 ans, sur la question de l'accompagnement éducatif, de l'accompagnement social, n'a absolument rien fait. Il en est responsable. Donc voilà, l'Algérie, elle peut sortir les lois qu'elle veut sur le fonctionnement des partis politiques. Elle peut dire Al-Hirak, Al-Mubarak, alors qu'elle est née elle-même. Elle est née elle-même de juste après le Hirak. Bref, Al-Mohim, l'Algérie n'est pas sortie de l'auberge. Elle n'est pas sortie de l'auberge, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, si le fonctionnement institutionnel reste tel qu'il est aujourd'hui. Le président de la République a de cesse de dire l'Algérie est le seul pays au monde A. L'Algérie est le seul pays au monde A. Ben, j'ai envie de dire au président de la République, l'Algérie est le seul pays au monde à fonctionner avec un fonctionnement tribal. Très bien. Et c'est ce qu'a dit le Hirak Jamal Gessoum, puisqu'il a voulu qu'il y ait une vraie rupture en termes donc de gestion de notre pays ou de système politique. C'est cette question qu'on va essayer d'aborder avec vous juste après. Maître Issa Rahmoun, je sais que vous pouvez interagir aussi entre vous sur toutes ces questions. Mais d'abord, avant d'entamer la question du Hirak, 7 ans après, donc cette semaine, le 22 février 2019, 22 février donc 2026, il y a eu un article au journal Le Monde, donc une contribution du maître Issa Rahmoun qui est avec nous. Issa Rahmoun, donc avocat. 7 ans après le mouvement du Hirak, le régime algérien n'en finit pas de s'enfoncer dans la noirceur de la dictature. Depuis 2019, le pouvoir algérien a méthodiquement construit un arsenal juridique destiné à criminaliser la contestation et à donner à l'arbitraire les apparences de la légalité, dénonce dans une tribune au Monde donc le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains, qui est donc Maître Issa Rahmoun, qui est avec nous. Je vous donne la parole, Maître. Avant de revenir sur le Hirak, les 7 ans du Hirak, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Sid Jamal dans le sens où le régime fonctionne effectivement comme une tribu. Et puis, vous voyez, donc chaque tribu, chaque groupement d'influence politique obéit à un code d'honneur. Et ce code d'honneur obéit toujours à une logique mafieuse. Moi, je me rappelle de 3 déclarations de 3 premiers ministres, un Premier ministre,
un ministre de l'Intérieur et un ancien ministre du Commerce. Nourdine Yazid Zerhouni, il avait dit à l'occasion d'un point de presse, en s'adressant à un journaliste sur l'inflation en Algérie, il avait dit la chose suivante. Moi, ce que je conseille aux jeunes, qui m'encolent عندنا, bougie تاكل الروجي. Ça, d'une part. C'est pas La déclaration. aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est Ramadan. Voilà. La Voilà. déclaration de l'ancien ministre du Commerce, Amara Ben Younes. Il a dit la chose suivante. Ce que les jeunes, ce que je conseille aux jeunes, هفتعيش. إذا فاقوا لك معليش. Et la déclaration d'Ahmed Douihia, une déclaration très, très importante, il dit aux jeunes Algériens, لازم تكون dégourdé. Navigue على روحك. Voilà le comportement d'un système tribal qui inculque chez la population, justement, chez les jeunes Algériens, la culture la culture du gain facile, la culture du tarabendou, la culture du non-travail, la culture de ne pas mériter ce qu'on gagne, la culture ta'tfnien. Et c'est ça un code d'honneur que le régime a adopté comme fonctionnement institutionnel, politique et sociétal. Il a inculqué aux Algériens. Revenons à la presse. Je vous donne des chiffres. Hein. J'ai là les chiffres. En Chine, il y a 400 chaînes de télévision provinciales, dont 19 publiques. En Turquie, 498 chaînes de télévision. Et en Inde, 857 chaînes de télévision, dont 184 publiques. Est-ce que ces pays, c'est des démocraties? Pour dire au ministre de l'Information que nous pouvons avoir 1001 chaînes de télévision, radio, podcast, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est une démocratie. Quand la ligne éditoriale est la même. Maintenant, les 7 ans du Hirak, effectivement. Et merci pour revenir sur la tribune que j'ai partagée au journal Le Monde. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et heureusement qu'on est dans la cohérence à la IFIDH, mais aussi pour mon petit engagement personnel. Effectivement, depuis 2019, c'est tout un arsenal répressif, violent, qui s'est installé. J'ai cité les lois, en commençant par les amendements faits au Code pénal, 87 et 95 jusqu'à 144 du code pénal, la loi sur l'activité syndicale, la loi sur la presse et l'audiovisuel, la loi sur la mobilisation générale, la loi de la déchéance de la nationalité, la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations qui est en train de se préparer. Quand on limite une vie politique, une vie de la société civile, une vie d'un citoyen, de l'ONDA, comme disait tout à l'heure mon ami Elias Djibaili, quand on limite, quand l'interdit, quand on codifie l'interdiction, quand on légalise ce qui était déjà en vigueur, c'est ce qui se passe actuellement, toutes ces interdictions, un post sur les réseaux sociaux, tu es convoqué devant la police judiciaire. Quand tu partages une publication d'un opposant politique, tu es convoqué devant la police judiciaire. Et cela ne concerne pas seulement les civils, même dans les militaires. Quand j'étais avocat de Louis Ahnoun à l'occasion du procès du complot initié par le Gaïd Salah à travers la justice militaire, j'ai assisté à un procès d'une trentaine de militaires au tribunal militaire de Blida, où il y avait des officiers, mais des moins gradés que des officiers. C'était quoi les chefs d'inculpation, l'accusation à Sinassar? Le fait de partager une publication de Fthir Ras, le fait de partager, de liker un commentaire, une publication du cadre du PST de Rachdi, le fait de répondre plutôt les manchours ou là une déclaration, les vidéos d'Oustad Bouchachi. Mais c'est incroyable. Tout le monde, personne n'est épargné. Aucune catégorie sociale. Quand on prend un tableau de bord, on fait quelles étaient les cibles des incarcérations ou là des poursuites judiciaires. On trouve des avocats, on trouve des médecins, des chômeurs, des militants écologistes, des syndicalistes.
des militaires, des opposants, des chefs de partis politiques, des femmes, des féministes, des jeunes, moins jeunes, des islamistes. Personne n'a été épargné. Tout le monde était convoqué devant la police judiciaire. Et justement, la crainte, c'est ça quand on évoque cette braise qui est le Hirak. Elle n'est pas éteinte. Les revendications, les aspirations du peuple algérien exprimées lors du Hirak n'ont pas été satisfaites. Les lions, au contraire, on a régressé. Et c'est une régression féconde, comme disait le Ouari Adbi. Cette braise va renaître. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres, c'est sûr. C'est sûr, parce que les revendications du Hirak ne sont pas atteintes. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le régime on a besoin d'hommes et femmes dans le régime, dans les autorités, dans les institutions de l'État, qui soient responsables. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discours populistes. On n'a pas besoin de textes législatifs répressifs. On n'a pas besoin de corrompre la société. On a besoin de dirigeants responsables. Responsables face aux défis qui attendent le pays, les défis socio-économiques, les défis de démocratisation du pays, les défis d'alternance au pouvoir et les défis géostratégiques qui sont très importants. Absolument. C'est pour cela, c'est un appel de cœur et de raison. Hein. Il faut dire les choses telles quelles. On a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes responsables, pas de populisme, pas de néonationalisme qui ne valent rien en fin de compte, à part faire reculer l'Algérie davantage dans ses aspirations au progrès et à l'état de droit. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoud. Restez avec nous. Elias Jubaili, je pense que l'analyse de Issa Rahmoud aussi montre la situation que vit notre pays, mais aussi la réalité, cette réalité, puisqu'il dit la braise n'est pas éteinte et que les revendications du Hirak n'ont pas été atteintes. D'abord, on va essayer de vous montrer quelques vidéos pendant donc, le Hirak de 2019, Hirak Madaniya. On regarde ces images un peu qui montrent aussi l'enthousiasme qu'il y avait en 2019 des Algériens, un espoir qui était né, malheureusement, on a brisé, si on peut dire, si on peut le qualifier ainsi, cet espoir. On regarde. Voilà, des images qui nous rendent un peu à cette époque, vraiment en 2019, où les Algériens étaient très enthousiastes que les choses ont changé par rapport à notre pays. Mais on va revenir bien sûr sur cette situation que nous vivons maintenant. On va d'abord voir d'autres images aussi. Donc le peuple, le Hirak scandé, le peuple veut al-istiqlal. Al-Sha'b yuridu al-istiqlal. Voilà. Mais bien sûr, on a juste après vu le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui avait déclaré que le Hirak donc, était Moubarak. Le Hirak était Moubarak.
On l'écoute. مبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل لدرجة نتاع الذوبان يعني ما بقاتش دولة عصابة. Voilà. Le Hirak donc a sauvé l'Algérie, d'après les dires de Abdelmajid Tebboune, 7 ans après donc le soulèvement populaire de février 2019. La promesse d'un État civil et d'institutions légitimes semble s'éloigner pour beaucoup d'Algériens. La surveillance s'intensifie, les poursuites à caractère politique se multiplient, les lois antiterroristes s'étendent à des voies pacifiques. Les interdictions de quitter le territoire deviennent des instruments de pression et la diaspora elle-même n'échappe plus aux tensions. Lies Jubaili, quel constat peut-on faire donc de la situation que vit notre pays 7 ans après le début du Hirak? C'est que le Hirak, pour celles et ceux, si on veut donner une définition, quand on dit que le Hirak, Shab yurud al-istiqlal, même on a eu l'istiqlal. C'est pas dans le sens où, parce que nous avons acquis notre indépendance, alhamdoulilah, c'est-à-dire l'indépendance a été acquise en 62. C'est pas ça. Le Shab yurud al-istiqlal, ça veut dire, signifie, Shab yurud, une rupture radicale. At-taghir al-jidri. L'entrisme ne peut pas fonctionner dans notre pays. On n'est pas des poujadistes. Peut-être le terme, il va le comprendre si jamais. Ça ne peut pas fonctionner. C'est que le régime, il vit dans une forme de hantise. Parce qu'il surveille à tout moment le retour du Hirak. Le Hirak peut revenir, mais pas forcément dans les rues. Mais le Hirak est un potentiel de contestation. Ce n'est pas une série de manifestations hebdomadaires festives. Non, le Hirak, il a montré que c'est-à-dire le vivre ensemble entre tout le monde est possible dans notre pays. C'est que le régime ne veut pas. Le Hirak revient d'une manière ou d'une autre, sur une autre forme, parce que ce qu'on appelle le Hirak silencieux. Il y a le Hirak el-Moubarak, mais moi je l'appelle le Hirak silencieux, parce qu'il milite d'une façon silencieuse, parce que l'idée elle est là, elle persiste, c'est le changement, la décision irrévocable. La décision, c'est une décision du peuple algérien, elle est irrévocable. Là, c'est comme en physique, on est dans un cycle irréversible. Quand on atteint un point d'élasticité, soit il y a la rupture, soit on revient. La rupture, c'est quoi? C'est la rupture radicale vers une période de transition. On ne peut pas rester comme ça. Ça aurait été judicieux de la part de M. Abdelmajid Tebboune de transformer son premier mandat en mandat de transition. Et de faire en sorte d'ouvrir tous les espaces et de prendre une période de transition la plus longue possible pour faire participer tout le monde afin d'établir les premières rampes d'un état de droit et de démocratie, justice transparente, indépendante, des technocrates apolitiques pour réfléchir dans leur domaine respectif les futurs jalons d'un pays, d'un état de droit. Non, il a choisi une autre manière, une autre voie, parce que le régime, le pouvoir, ne veut pas d'alternance, il refuse toute alternative à la sienne, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle nous baignons à chaque fois, depuis 6 ans, depuis 7 ans, on est toujours au même stade finalement. Donc il vit dans une hantise que du retour du Hirak. C'est ça, mais c'est ça la réalité c'est ça la réalité. Il vit, c'est une suite en avant finalement. Dans le tour répressif, ça veut dire c'est l'échec d'une gouvernance qui ne fonctionne plus et qui n'a pas fonctionné. Je ne fais pas le comparatif, avec tout le respect, je ne fais pas de comparatif entre l'Iran. Regardez l'Iran. 89, en 89, Khamenei a pris le pouvoir, tac, tac, tac. En 80-88, la guerre irano-irakienne, aucun changement, aucun ceci. Toutes les répressions, la répression bas
s'en aille dans un pays, l'un des plus grands pays les plus vieux au monde, le peuple perse, 2500 d'histoire. 2500. Tout à l'heure, j'ai entendu Dimitri Medvedev, il a dit, quand vous avez les États-Unis, 243 d'existence, 2500, il y a quelque chose qu'il faut réfléchir. Regardez, des pays, parce qu'il faut se renouveler. Et tout à l'heure, j'ai bien écouté aussi bien Jamel que Maître Issa disant que voilà, c'est du tribalisme, c'est tribal, ça ne peut plus fonctionner. Vous sortez en dehors de l'Algérie, au fait, c'est un régime qui fonctionne avec des mécanismes anticonformistes. Ça veut dire quoi, anticonformistes? Qui ne sont pas conformes aux standards internationaux. Le monde a changé, les indicateurs ont changé, les inducteurs ont changé, les mécanismes de ventilation politique ont changé. Mais le Hirak, pour moi, le Hirak, c'était une aubaine pour le pouvoir. Franchement, honnêtement, le Hirak était une chance pour le pouvoir de lui donner l'occasion de changer notre pays. Donc, il l'a exploité autrement, à mauvais escient, et dans le sens négatif du terme. En mettant des opposants en prison, quand vous prenez le cas de Mohamed Tajadid, qu'est-ce qu'il a fait? Un poème, il risque sa vie en prison. Un poème. Vous n'allez pas me dire que de ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui sont au Parlement, ils sont plus patriotes que Tajadid. Non, c'est la fibre populaire, il exprime sa façon, comment aimer la vie. Quand l'économie, on a toujours parlé, attention, nous nous dirigeons vers le mal, on est une économie rentière, il faut diversifier. Regardez, il n'y a rien à fonctionner. Quand il vient à Ramadan, on nous invente des veilles économiques, des veilles commerciales. Rien n'a fonctionné. Au Parlement, on essaie de raviver la flamme de la division en essayant de pondre des lois comme celle sur la déchéance de la nationalité, comme celle sur la loi des partis, comme celle de l'article 87 bis, comme celle de l'article 95. La Constitution de 2020, qui a été faite par un grand juriste, peut-être que je rends hommage à l'homme, au juriste, mais M. Laraba, mais quand même, c'est une Constitution qui ne répond pas à nos attentes. L'article 30 alinéa 4 qui fait du commandement militaire d'intervenir à tout moment sans l'aval du Parlement. Vous allez nous dire que nous sommes contre le Jeish al-Watani. Non, du tout. Le Jeish al-Watani, c'est pas la colonne verticale, c'est pas la colonne vertébrale, comme disent. Non, l'institution militaire est une institution en tant que telle qui doit être gardée, ne pas être instrumentalisée et tournée pour garder le pouvoir. C'est ça la question. Donc, vous savez, j'invite le pouvoir algérien à voir de si près le Venezuela, Maduro, à voir d'autres pays. C'est vrai, nous sommes en dehors de la sphère un peu géostratégique des États-Unis. Quand on entend la prochaine Algérie, c'est faux. Ça n'a pas de sens et ça ne repose sur rien. Mais je dis, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. De faire, et je veux dire, et même d'inviter les opposants à réfléchir pour le bien de leur pays. Tout le monde, sans distinction, sans exclusion. Et la question, avant de finir, et laisser mes amis prendre la parole, bien sûr, c'est libérer les détenus d'opinion. C'est la même revendication, c'est une revendication qui est vitale, qui est primordiale, au même titre que le changement de gouvernance en Algérie. Comme celle en 1954, l'indépendance et l'Assemblée constituante. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Jamal Ghessoum, pour beaucoup d'observateurs, le Hirak a brisé le mur de la peur, politisé une génération, installé l'idée que le peuple peut se mobiliser. Le Hirak a-t-il été neutralisé d'après vous ou simplement mis en pause? Tout d'abord, ce qu'il convient de préciser, avant de revenir à votre question, et ce que j'ai pu entendre de Lias Jubaili, mais pas simplement de lui, mais de beaucoup de nos compatriotes, me conforte dans l'idée que le peuple algérien, Issa Hamoun m'a fait tout à l'heure je dirais pas un appel, mais en tout cas un effet miroir sur cette question qui était vraiment très intéressante. Et cela me fait dire que le peuple algérien, dans sa globalité,
et lui-même s'inclut lui-même dans un fonctionnement tribal, car le peuple algérien, ou même ses analystes et commentateurs, ne réfléchissent plus en tant qu'analystes détachés de la situation, mais se trouvent inclus dans cette tribalité en désignant toujours le chef de la tribu. Et on le voit beaucoup. Chez nos compatriotes, ils vont parler de Abdelmajid Tebboune, ils vont parler de Saïd Chengleha, ils vont parler nommément de personnes, c'est-à-dire qu'on va essentialiser à travers les personnes qui sont censées nous gouverner. On le retrouvait avant le Hirak d'ailleurs, parce que tout le monde parlait de Saïd Bouteflika. Et donc, Saïd Bouteflika ou Yahya Sellal. Et donc, le peuple algérien, parfois même dans son élite, ne réfléchit même plus en tant qu'analyste détaché de la situation, mais s'inclut dans le fonctionnement tribal qui a été ordonnancé depuis des décennies. Donc ça va être très difficile de nous en sortir. Maintenant, sur votre question, Sinasr, le Hirak a-t-il été une occasion, comme le dit Lies Jubaili, une occasion ratée ou opprimée pour aller vers autre chose? Je tiens à rappeler que le Hirak a pu s'organiser et se faire en 2019, il ne faut pas perdre cela de l'esprit, c'est qu'il a pu se faire à travers des conflits entre une faction et une autre, parce qu'il y en a une qui voulait se retourner contre l'autre. Ce n'est pas la peine que j'essentialise sur cela. Et donc, il y a une partie qui a failli se faire sauter en l'air, et donc, il a permis le Hirak et il a permis d'accompagner le président Tebboune jusqu'à la présidence. Donc, il ne faut pas non plus penser que le Hirak de 2019 était une expression possible à ce moment. Voulu et organisé, oui, mais possible et rendu possible parce qu'il y avait un conflit au plus haut niveau de l'État. Et donc, ce n'est pas forcément pour autant que l'Algérie et le peuple algérien sont prêts à renouveler le Hirak. Moi, je l'appelle de mes voeux, des manifestations et un soulèvement aussi pacifique que celui-ci est, de mon point de vue, tout à fait légitime pour le peuple algérien. Mais s'il y avait un mouvement... Donc pour vous, Jamal Ghessoum, le Hirak ne peut pas revenir ou renaître sous une autre forme. Disons que moi, je pense qu'il sera difficile, compte tenu de toutes les lois qui ont été votées depuis, des lois qui sont assez liberticides, il faut le dire. Je ne vois pas comment est-ce que le prochain mouvement qui pourrait arriver en Algérie se ferait dans la même configuration que celle de 2019 avec Silmiya. Vous voyez, c'est ça, moi, c'est là où ça me pose problème. Et c'est là où je suis d'accord avec Lies Jubaili lorsqu'il dit que ça aurait pu être l'occasion d'aller vers autre chose. Je pense que ça a été une occasion ratée, que les lois liberticides qui sont votées depuis, vous savez, j'en ai assez parlé sur votre chaîne, moi, une loi qui m'interdit, moi, en tant que binational, de créer un média, comme si j'étais une personne qui voulait nuire à l'Algérie, et des lois comme ça, il y en a eu plusieurs qui soient liberticides, me fait dire malheureusement que je ne pense pas que s'il y a un nouveau mouvement, on puisse le calquer sur le modèle du Hirak, mais je pense qu'il sera beaucoup plus vindicatif et beaucoup plus violent que celui de 2019. 2019, je pense que ça a été une occasion ratée. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghessoum. On va finir très très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Maître Issa Rahmoun, si vous voulez réagir, bien sûr. D'abord, cette semaine aussi, c'était la question de la Harga. Les services de secours espagnols ont enregistré au cours des dernières 48 heures une hausse des arrivées de migrants partis des côtes algériennes. Selon Francesco José Clemente Martin, qui est membre du Centre international pour l'identification des migrants disparus, plus de 160 personnes ont été secourues ou interceptées sur l'ensemble du littoral espagnol. Ça devient un phénomène très inquiétant. Pourquoi nos jeunes Algériens, mais pas que les jeunes Algériens, fuient notre pays? Et pourtant, l'Algérie est un pays très riche, on va dire. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après.
Voilà, très rapidement, Jamal Ghessoum, je vais commencer avec vous. Lias Djbaili, je termine avec Maître Issa Rahmoun, parce qu'on doit laisser le temps aussi à nos amis de la régie, Bachir Fatro. Très rapidement, Jamal Ghessoum, je sais que cette question vous tient à cœur, je vous laisse le mot. Quand on voit des jeunes Algériens comme ça prendre le risque de perdre leur vie dans des embarcations de fortune, traverser la Méditerranée, on est en hiver, on n'est pas... Donc, on se pose la question sur le malaise qu'il y a en Algérie, sur le mal-vivre, mais aussi sur la situation des libertés. Ces gens-là ne sont pas poussés seulement par la question économique. Jamal Ghessoum. Moi, franchement, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de voir non seulement nos enfants se sauver de l'Algérie, alors que nous avons tous les moyens pour faire que ces jeunes aient un projet. Le fait que des jeunes, pas simplement des jeunes, la sociologie a évolué au travers d'adultes, de mères de famille, avec des bébés. Ça, on n'en est plus à les époques il y a 15 ou 20 ans où c'était que des jeunes. Et ça me fend le cœur et je suis, scandalisé. Je suis vraiment scandalisé que aucun des présidents de la République, le président de la République, y compris, ne s'est jamais, n'avait jamais pris en main cette question des harraga, comme si c'était quelque chose de tabou. On ne dit jamais harraga en Algérie, et le président Tebboune qui invite à leur dire revenez, nous vous pardonnons. Nous vous pardonnons de quoi? De ne pas avoir de projet d'avenir en Algérie. Allah est sage. Allah est sage. Très bien. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. Je pense qu'on a perdu Lias Djbaili. Maître Issa Rahmoun, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je suis tout à fait d'accord, si Jamal, effectivement, quand on voit ce genre d'images, de vidéos, on peut qu'avoir une désolation face à la non-perspective socio-économique de nos jeunes, face à un manque de perspective civile aussi, à participer à l'édification, à la construction de son État face aux non-réponses, parce que même les autorités n'apportent pas les réponses nécessaires, et ce, sur tous les plans. Souvenez-vous que durant le Hirak de 2019, pratiquement jusqu'à 2021, les chiffres de la Harga ont été revus à la baisse. À la baisse. C'est-à-dire qu'il y avait chez les jeunes quand même cet espoir de construire son pays, d'aller vers un état de droit. Force est de constater que le phénomène, effectivement, c'est pas un phénomène, ça, c'est une crise humanitaire. Et puis il faut souligner aussi qu'il y a une histoire de traite d'êtres humains, parce que là, c'est des réseaux qui sont très structurés, qui organisent ces hargas, que les autorités se taisent face à ça. Est-ce que s'agit-il d'un objet de chantage en direction de l'Union européenne, de l'Espagne, de la France particulièrement? C'est des questions qui se posent. En absence d'organisations non gouvernementales qui peuvent documenter, enquêter, en l'absence de médias qui vont enquêter, faire dans l'investigation, on ne pourra pas accéder à la vérité et bien sûr accéder à la justice. Donc voilà, aujourd'hui le message est pour les autorités, que la jeunesse algérienne mérite mieux que ça. On est à la veille de l'Aïd el-Fitr, un appel solennel aux autorités algériennes. Et après le Aïd el-Fitr, il y a le pape qui va rendre visite, la première de l'histoire de l'Algérie indépendante, en Algérie. C'est une occasion de se réconcilier avec le peuple algérien en libérant tous les détenus politiques et d'opinion, en arrêtant les poursuites contre les opposants politiques, en réhabilitant les organisations de la société civile dissoute arbitrairement, à l'image de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme et du Rassemblement Action Jeunesse, SOS Bab el-Oued aussi, les partis politiques qui ont été, où leurs locaux sont scellés, comme le MDS et le PST. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. On est arrivé donc à la fin de cette émission, de cette rétro-info de la semaine. Je remercie donc mes invités. Lias Djbaili, qui était avec nous, ingénieur, économiste et militant politique. Jamal Ghessoum, analyste politique. Aussi, vous étiez avec nous depuis Paris. Et merci à Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Fédération internationale des droits humains, qui était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha wa saha ftorkum.
بقوا على خير.